mon nom est Guillaume Tremblay. Moi, je suis une personne détenant un savoir expérientiel d'usage de substances. J'ai consommé pendant plus de 25 ans des substances psychoactives. Une consommation diverse avec différents types de substances, ce qui m'a amené à vivre toutes sortes d'expériences liées à cet usage-là. J'ai aussi vécu avec des troubles concomitants, liés à l'usage des troubles concomitants avec des problèmes de santé mentale également. Donc, j'ai aussi cette expérience-là, savoir expérientiel lié à cette particularité-là. Et quelqu'un qui est judiciarisé, qui a vécu aussi, qui est criminalisé, donc qui a fait aussi de l'incarcération. Donc voilà. Donc j'ai comme la totale. Là, moi, je suis la totale. Et donc, mon constat a été le suivant après un certain temps. J'ai aussi fait de l'itinérance. J'ai vécu de l'itinérance. Mon constat a été assez... j'en suis venu au constat que j'avais pas le choix d'arrêter de consommer parce que j'avais trop de difficultés dans ma vie qui faisaient en sorte que c'était plus soutenable. C'était plus soutenable du tout. Donc, j'ai pas arrêté vraiment par choix, là. J'ai arrêté par nécessité, je dirais. Mon implication en réduction des risques date de longtemps parce que c'est une approche que je trouvais très parlante pour moi à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est quand j'ai commencé à consommer, quand j'étais adolescent. Je trouvais que c'était une approche qui était très humanisante, puis une approche qui faisait en sorte qu'on avait des outils nécessaires pour pouvoir prendre des bonnes décisions liées à la consommation. Donc, rapidement, moi, je me suis impliqué dans différents projets liés à la réduction des risques. Et j'ai travaillé notamment, moi, j'étais vraiment dans les premiers balbutiements là, de la scène rave. Donc, j'ai été beaucoup impliqué là-dedans au début. Donc, c'est un peu par là que j'ai commencé mes premières classes dans la réduction des méfaits. Voilà. Et depuis maintenant, je travaille comme coordonnateur d'un programme de formation prévention des surdoses. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi par des surdoses, des proches. Et depuis un certain temps, là, depuis 6 ans maintenant déjà, 6 ou 7 ans, je suis... une personne qui est un chargé de projet pour un programme de formation en prévention des surdoses pour l'ensemble du milieu communautaire québécois. Voilà. En fait, aujourd'hui, mon message, c'était de se mettre en action. C'était un peu ça que j'avais comme idée. Je me disais, bon, on va être surtout sur des constats. On va sûrement identifier beaucoup de constats. Je trouve que dernièrement, en réduction des risques, on est beaucoup dans de prise de conscience, dans des constats, parce que c'est très changeant, là, la situation de l'usage de substances, notamment à cause d'un changement dans le marché des substances. Les surdoses qui sont de plus en plus prédominantes, notamment, surtout en Amérique du Nord, mais ça s'en vient chez vous aussi, éventuellement, malheureusement, et aussi à cause d'une montée de la droite un peu partout qui ont un discours très moralisateur plutôt sur les substances. Donc, plus que jamais, la réduction des risques doit être... on doit se mettre en action, se mettre à pied d'œuvre pour mettre en place des initiatives en réduction des risques pour atténuer ces effets délétères-là. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais un peu cette visée-là de dire quel petit élément je peux apporter aux gens pour qu'ils puissent, de leur côté, quel élément je peux apporter aux gens pour que de leur côté, ils puissent se dire « OK, moi, je dois me mettre en action. Quel type d'action je pourrais mettre en place? » Et mon cheval de bataille depuis quelques années, c'est vraiment la place des personnes concernées dans le développement des services. C'est pas seulement les consulter, pas seulement leur reléguer un rôle secondaire, mais vraiment des impliquer du début à la fin dans tout le processus de mise en place de services. Oui, parce qu'il y a des savoirs qui sont formalisés, qui sont reconnus, tels que le savoir scientifique qui est très, très reconnu, voire qui est très prépondérant dans notre société. Le savoir clinique qui est issu aussi du savoir scientifique, qui est très en phase avec le savoir scientifique qui repose sur des faits.
Et le savoir expérientiel, lui, qui repose sur un récit, sur un narratif, qui est vivant, qui est modulable selon la personne, selon les trajectoires, et qui est peu reconnu, peu valorisé dans nos sociétés, qui, soit dit en passant, dans certaines sociétés, on le valorisait beaucoup, ce savoir-là, à l'époque. Et là, c'est comme un retour aux sources, là. On veut le remettre à l'avant-plan. Mais ça vient bousculer l'ordre des choses, notamment le rapport de pouvoir entre les différents savoirs et la légitimité des différents savoirs. Et les savoirs expérientiels ont toujours le fardeau de se légitimer face aux autres savoirs. N'ont pas le choix. Donc, pour reprendre sa place, se doit de se légitimer et doit défendre son utilité. Et les conséquences de ça, c'est que c'est les personnes qui portent ce savoir-là sont constamment en train de se légitimer ou de légitimer leur savoir. Ils vont être portés à se dévoiler davantage sur des aspects qui n'auraient pas nécessairement besoin de se dévoiler. Donc, par exemple, dans une formation, quelqu'un avec un savoir expérientiel va avoir tendance peut-être à en mettre plus que besoin parce que pour légitimer son savoir, les balises sont moins claires aussi dans l'opérationnalisation du savoir, dans l'articulation du savoir, c'est plus compliqué. Et vu que ça fait advenir le récit de raconter les espaces publics ou les espaces d'expression dans nos sociétés ne sont pas très conçus pour ça non plus, notamment dans le milieu professionnel, ce qui fait en sorte que les personnes, à force de devoir toujours se débattre dans ce contexte-là, vont être portées à vouloir normaliser, formaliser ce savoir-là par le biais d'un statut, d'une certaine professionnalisation, ce qui fait en sorte que ça détourne un peu de l'essence même de qu'est-ce qu'on va chercher du savoir expérientiel, du narratif, du récit, de la mouvance, de l'authenticité, tout ça. Et donc, on perd un peu cette nature-là. Donc, le défi, c'est de garder un certain équilibre entre les deux pour que les personnes puissent s'exprimer, mais aussi en même temps qu'ils ne soient pas toujours en train de se légitimer là, par rapport à leur savoir. Oui, aujourd'hui, oui. Surtout au début, je dirais que tout l'aspect de l'espace public qui est et surtout de mettre l'emphase pour des fins. La fin semble justifier les moyens pour certains individus dans notre société et de prendre en otage les personnes qui font usage de substances à des fins des fins de garder certains privilèges dans nos sociétés. Donc, ça renvoie beaucoup à la lutte des classes, d'une certaine mesure, de garder certains privilèges. Et malgré le fait que je vois une volonté à vouloir aplanir ces différences-là entre les différents intervenants, professionnels, etc., mais il reste quand même que ce rapport de force-là est encore inégal beaucoup et on met... On encapsule les usagers dans des rôles et dans des responsabilités qui devraient pas porter, là, qui devraient pas porter. Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un médecin, pour pouvoir continuer à être médecin, il a besoin de patients. Et donc, de dire, ben, OK, les usagers de drogue, vous êtes malades. Non, mais on n'est pas malade. Les juges, les avocats ont besoin d'usagers de drogue pour dire, vous êtes des criminels. Mais non, on n'est pas coupable de consommer. On n'est ni malade ni coupable. Mais moi, dès le départ, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ressorti de... C'est une rhétorique qu'on a dans notre société à vouloir sur l'individu, puis de le convaincre qu'il est malade ou coupable de faire l'usage de substances. Ouais.